Un ami me disait récemment, faire du e-commerce durable, c'est juste le challenge le plus stratégique. Rien que ça. Et il dit, c'est super dur à mettre en place et c'est super dur à exécuter. Je pense que vous partagez cet avis-là parce que tout le monde en parle, mais pour le faire, ce n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, on va voir que c'est possible, à condition d'oser sortir du blabla, d'oser les vrais choix. Il faut oser prendre les vrais choix, de se retrousser aussi un peu les manches. Et pour ce faire, je vais appeler sur scène, sous vos applaudissements incroyables, 3 personnes qui vont mouiller la chemise. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud, mais on a la chance, on a un peu de clim ici. Et ils vont vous donner, ce que je leur ai demandé de faire, c'est de vous donner les clés de réussite pour un e-commerce qui soit vraiment durable. Sans plus attendre, j'appelle sur scène Lucie Carcaillon. Elle a 15 ans d'expertise e-commerce multisecteur. Elle est aujourd'hui responsable e-commerce chez Espace Émeraude. Bienvenue à toi, Lucie. Je te laisse te mettre au centre. Voilà. Le deuxième, c'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans, 20 ans presque, je ne sais plus. Il s'appelle Khuder Haqqani. Il est expert e-commerce. Je te laisse venir sur scène. Et social commerce et live shopping, c'est l'ancien Chief Data et Digital Officer de Global de Yves Rocher, rien que ça. Puis il a fait pas mal de trucs chez Maton aussi, il va nous parler de tout ça. Et puis en plus, il revient d'Asie, où il est allé observer le live streaming, c'est ça, live shopping. On va voir ça, c'est sympa. Puis dernier, last but not least, il s'appelle Xavier Caminada. Il est directeur marketing, communication, e-commerce et digital. On le présente aussi comme l'intelligence humaine au service de l'organisation stratégique. Bienvenue à toi. Salut, vous l'applaudissez. C'est un peu mou, les amis, là. Allez, voilà, ça, c'est bien. Bienvenue à tous les trois. Première question pour vous, et puis on va essayer de le faire de façon extrêmement courte. J'aime bien faire la version pitch. Pourquoi ce thème du e-commerce durable est-il important pour vous? Vous avez 30 secondes. Lucie, sans anti-sèche, 30 secondes, on y va. Alors, c'est effectivement un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Puisque le consommateur attend effectivement beaucoup de ces démarches aujourd'hui durables. On l'associe principalement à la responsabilité que ça peut représenter. Et dans le cadre du e-commerce, voilà, il y a des vrais enjeux à représenter les valeurs de responsabilité que la marque ou que l'enseigne souhaite apporter et donner par rapport à cet enjeu-là. C'était 33 secondes, bravo, on peut l'applaudir quand même, merci. Super. Xavier, tu as maintenant plus que 27 secondes puisqu'on en a pris 3. Comment tu fais? Bonjour à tous. En fait, il y a quelque chose de formidable qui s'est passé en 2020, ou de moins formidable pour certains, c'était la Covid. On a surfé sur le digital, on a surfé sur le e-commerce. On a créé du volume, on a créé de la valeur de chiffre d'affaires, mais est-ce qu'on a créé de la valeur pour les consommateurs? Et la question de la durabilité, c'est vraiment sur la valeur qu'on va créer pour les consommateurs et non pas uniquement la valeur, la logique de chiffre d'affaires. Okay, c'est de la valeur en top line, mais en bottom line, qu'est-ce que vont retenir vos consommateurs pour les fidéliser, pour qu'ils arrivent à retenir votre nom et conserver la notoriété que vous avez essayé de développer. Donc j'insisterai sur la valeur plutôt que sur le volume. Ok, merci. Il a bien joué l'exercice aussi, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'est bon. Allez, Khuder, même question pour toi. Pourquoi le thème du e-commerce durable est-il important pour toi? C'est un incontournable aujourd'hui. Moi qui ai passé 4 ans et demi chez Yves Rocher, j'ai été au cœur d'une entreprise qui était éco-responsable au plus profond d'elle-même. Donc c'est quelque chose d'inévitable. Après, le challenge dans tout ça, c'est comment, quand on fait du e-commerce, faire de la croissance, être rentable et être durable. Et ça, c'est pas simple. Et je pense qu'il n'y a pas tant de cas que ça d'entreprises qui arrivent aujourd'hui. Bon, vous avez réussi l'exercice des 30 secondes. On va passer à l'exercice de la minute. Ça va être génial, mais je change de question, sinon c'est pas drôle. Pourquoi, selon vous, et quels sont selon vous les 3 principaux enjeux qu'il faut comprendre quand on parle de e-commerce et de durable, responsable? Khuder, c'est quoi les 3 enjeux? Tu as 1 minute. Les 3 enjeux, ou les 3 zones, pour moi, d'analyse, de bonne compréhension, évidemment, toute la partie fulfillment et livraison client final. On sait qu'on est dans une activité qui est extrêmement consommatrice d'énergie. Le deuxième enjeu, c'est l'IA arrive à vitesse grand V sur les activités du e-commerce. On a le sentiment que tout va être non pas plus simple, mais plus direct entre le consommateur et la marque.
Mais ça va passer par des moteurs d'IA qui sont surconsommatrices d'énergie avec leur data center. Donc comment être dans cette tendance tout en la comprenant parfaitement. Et ensuite, un sujet que je trouve un peu sous-traité en France, qui est la consommation carbone des sites Internet aujourd'hui. J'ai travaillé un peu pour une petite société qui s'appelle Happy User, qui a une solution d'analyse, qui m'expliquait que ça avait énormément de mal finalement à se faire comprendre par le marché, parce que ces sujets étaient mis de plus en plus de côté dans un contexte où il y a une crise de la demande, où le management exige de la rentabilité, un petit peu de croissance. Donc, Donc quand tu dis sous-traité, ce n'est pas une sous-traitance, c'est sous-traité, c'est-à-dire que c'est mis au fond. Oui, ça fait, c'est underrated, ou pas pris en considération de manière suffisamment importante, y compris sur des actions simples comme celle-là. On va comprendre. Merci pour cet exercice. Xavier, c'est à ton tour les 3 principaux enjeux qu'il faut comprendre. En fait, on est dans une logique aujourd'hui où le e-commerce il a atteint des plafonds de verre en termes de coûts. Il y a des coûts qu'on ne peut plus supporter, des coûts d'acquisition, des coûts de logistique. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix forts. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les consommateurs e-commerce, ils ont changé. La consommation du e-commerce il y a 10 ans, il y a 5 ans ou il y a 2 ans n'est plus du tout la même, à travers notamment des leviers de consommation qui sont différents dans le e-commerce, le live shopping, Kuder en parlera plus tard. Et la dernière chose aussi, que le e-commerce, il est souvent initié par des entreprises, il est parfois repris par des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, ils recherchent la rentabilité et peut-être pas la durabilité. Et c'est là où il faut garder sa valeur, de se dire je construis un modèle qui est durable et pas forcément rentable sur du court terme. Ça, c'est un très gros challenge et c'est un très gros enjeu pour nous, les entreprises ou les marques, pour perdurer dans le temps. Donc, combiner temps court et temps long en même temps, c'est ça? C'est chaud, ça? Absolument, dans la durabilité, j'ai échangé avec Kuder, il y a 2 notions. Il y a la notion de temps et la notion d'environnement. Les 2 sont compatibles et on va essayer de travailler là-dessus. Lucie, tes 3 principaux enjeux, selon toi, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça rejoint beaucoup effectivement ce qui a été évoqué. Effectivement, il y a une notion peut-être pas forcément intuitive entre e-commerce et justement cette notion de durable responsable. On va penser effectivement e-commerce avec tout ce qui va être autour du marketing, avec on va être focus sur le client, essayer de le comprendre, essayer d'aller chercher et d'aller prédire un petit peu justement les comportements pour aller chercher de la croissance, et en même temps le côté durable qui là pour le coup se veut effectivement peut-être plus éthique. Donc effectivement cette association n'est pas forcément de prime abord très intuitive. Donc je pense que là, il y a un enjeu, effectivement, de pouvoir transformer aussi l'image du e-commerce, pouvoir amener cette notion de responsabilité, cette prise de conscience aussi, effectivement, autour de cette empreinte carbone que représentent les technologies énergivores du digital. Et puis après, il y a un enjeu aussi au niveau des entreprises, vraiment de bien comprendre quelle est justement cette notion, cette attente qu'il y a de la part, je pense, des consommateurs, à ce que les entreprises prennent une part de leur une part du travail qui est fait aujourd'hui dans cet environnement où on cherche à être plus vertueux. Et comment est-ce qu'on donne l'image effectivement d'une société, d'une entreprise qui prend part aussi à ce développement plus vertueux. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la séquence cadeau, générosité, plaisir d'offrir. Je vais demander à Kuder, déjà on va commencer par toi, quel conseil simple et synthétique tu pourrais offrir à celles et ceux qui sont présents en ce moment avec nous ici? Kuder. De manière très concrète, mesurer l'empreinte écologique de votre site web si c'est un site e-commerçant. Moi, c'est un point de départ qui me paraît indispensable. Ça appelle plein de questions sur la technologie qu'on utilise derrière, sur l'hébergement, sur même l'éco-conception du site en lui-même. Au final, sur le marché français, il y a assez peu de sites qui sont éco-conçus. Donc, éco-concevoir, c'est réduire le poids des... c'est pas nécessairement le même nombre de pages. C'est alléger de manière substantielle, tout en restant très percutant, les contenus qui présentent l'entreprise, le directeur général et le président. Quelquefois, c'est des contenus extrêmement chargés sur les sites. C'est probablement alléger aussi un peu les parcours d'achat, tout en faisant attention à
à pas faire tomber les taux de conversion sur le e-commerce en particulier. Donc ça, c'est un premier petit conseil assez simple. Et puis après, moi j'ai beaucoup travaillé quand je dirigeais la société Maton sur la partie livraison en faisant l'acquisition d'une machine box on demand, donc qui analyse et mesure la hauteur, la largeur, y compris le poids des articles, ces articles de petit électroménager, pour envoyer une surface de carton pas trop grande par rapport à ce qu'on envoyait et pour éviter le vide. Donc ça, c'est une manière, mais voilà, une entreprise qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui investit 1,5 million, même si ça s'amortit dans le temps, c'est un risque, mais je trouve que c'est un terrain de jeu super intéressant. Moi, par exemple, la livraison express proposée par les sites internet à 20 balles ou à 15 balles, ou quelquefois un petit peu moins, je trouve ça assez aberrant. Et puis à part, quand on est malade ou addictif, la nécessité de recevoir, ou éventuellement quand on a oublié l'anniversaire de papa et maman, on la fête des pères, mais recevoir dans les délais très courts, recevoir dans les délais très courts quelque chose, je ne pense pas que ce soit une nécessité. Et pourtant, ça surconsomme de l'énergie, tout ça. Ouais. Xavier, quelques conseils à offrir? Il y a 2 ans de ça, j'étais en voyage aux États-Unis, dans le Kansas. Je visitais un de nos clients qui s'appelle Hills, du groupe Colgate-Palmolive. Et en fait, à l'entrée, il y a la personne à la sécurité qui m'a dit vous travaillez dans quoi? On travaille dans l'alimentation pour animaux, on travaille aussi dans le digital. Et il m'a donné une figure de style, il m'a dit le digital, c'est comme une pastèque. Et j'ai dit c'est quoi, c'est comme une pastèque? C'est vert à l'extérieur et c'est rouge à l'intérieur. En fait, ce qu'on voit, on ne le consomme pas. Mais ce qu'on consomme, c'est vraiment le rouge. Et la data, le tech, le digital, aujourd'hui, c'est un peu ça, ce que tu disais, c'est qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de créativité autour d'outils, autour de la tech, autour de la data. Il faut être sûr qu'on va le consommer, Et pour le consommer, je pense qu'il faut plus qu'adresser un produit, il faut adresser des valeurs. Il faut faire sortir des valeurs. On parle de persona, on parle de consommateur. Moi, je parlerai plus de client. Derrière un client, il y a une personne qui a, certes, appartient à une sociographie, à une démographie, mais qui a des valeurs. Si on adresse ces valeurs, on va pouvoir être durable, parce qu'on va paraître comme responsable également dans le temps. Donc cette figure de style autour de la pastèque, pour moi, elle a eu du sens. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de créer, c'est vraiment plus que des produits, c'est amener de la valeur à pas notre consommateur, mais à la personne qui est le client derrière. Vous ne pensiez pas venir ici et repartir avec une pastèque, ça c'est... Merci beaucoup Xavier. Lucie, challenge, parce que on a eu des cadeaux là, de Cuidère à Xavier. Si tu avais 3 cadeaux à offrir à nos participants, ça serait quoi? Alors effectivement, je pense qu'il faut déjà que le site soit à l'image de l'entreprise. Donc je pense qu'une première chose, c'est aussi de bien circonscrire quelle est effectivement cette... politique, ces valeurs, par rapport à toute la politique RSE que l'entreprise souhaite démontrer et pouvoir effectivement faire en sorte que le site soit à l'image de cette politique. Et après, pour aller chercher des choses un petit peu plus concrètes et qui peuvent être des petites choses, mais effectivement aussi proposer sur le site des choses qui soient en accord avec cette politique et notamment peut-être choisir des services tiers qui soient vertueux, qui soient en accord avec effectivement plus de transparence sur l'utilisation des données clients. Ça peut être une piste. Également, si on va jusqu'à se dire qu'on choisit des services qui peut-être ne sont pas adossés à des établissements bancaires qui, eux, vont investir dans l'énergie fossile, par exemple, ou encore des serveurs qui sont dans des pays qui ont une énergie propre. Donc ça paraît effectivement des petits gestes, mais ça peut être aussi des pistes pour faire en sorte que son site e-commerce soit aussi plus vertueux. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le mot cohérence, en fait. C'est être cohérent sur toute la... C'est cohérence parce que effectivement, je pense que pour le coup, les consommateurs, les clients ont besoin aussi qu'on soit très clair. Si on est dans une démarche, il faut que on puisse être complètement cohérent et pertinent par rapport à ce qu'on peut annoncer. Et ça peut être contre-productif, je pense, d'annoncer quelque chose, une démarche qui finalement n'est pas suivie dans les faits. Et généralement, on se fait vite rattraper par les clients
si jamais effectivement c'est pas clean à ce niveau-là. Je voudrais qu'on fasse un petit sondage main levée, comme ça. Qui se sent à l'aise pour faire du e-commerce durable? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui se sent vraiment à l'aise? On va le faire à l'envers. Qui ne se sent pas à l'aise? Si vous pouvez lever la main, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise en disant c'est un peu plus haut les mains là, parce que moi je vois rien, j'ai de la lumière. Merci. Ouais. C'est pas si simple que ça. Hein. Bon, ça tombe bien. Je vais vous demander de nous aider à passer à l'acte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super parce que c'est pas facile. Comment on fait pour passer à l'acte? Si vous aviez un conseil, les uns et les autres, et on va peut-être commencer par toi, peut-être Xavier, si celles et ceux qui sont avec nous devaient passer à l'acte demain matin, avec des trucs actionnables, hein, pas du blabla, du bullshit, des PowerPoint, du vrai, tu leur dirais de faire quoi? C'est très très dur d'acquérir un client. Ça coûte très cher. Le CAC, on mesure la LTV, le CAC, tout le monde fait ça, j'imagine. Par contre, le fidéliser, c'est peut-être plus facile. Et ça peut rendre le e-commerce durable, aussi bien pour le client que pour la marque, à travers ses valeurs. Ça, c'est certain. Il y a une autre chose, je prends l'exemple aussi du modèle qu'on veut construire autour du e-commerce. Alors, il y a des marques, enfin, il y a des sites de e-commerce qui sont juste des distributeurs, des revendeurs. Pour mon propre cas, on est fabricant. Donc, on fabrique la nourriture humide que l'on met à disposition. On peut créer de la valeur. Je prends l'exemple dans le pet food, mais je vais le prendre dans un secteur d'activité que je ne connais pas, qui est le prêt-à-porter. J'ai 2 amis qui s'appellent Julien et Myriam Tuffery. Peut-être certains d'entre vous connaissent les ateliers Tuffery. C'est une entreprise familiale qui est basée dans les Cévennes, à Florac. C'est perdu au bout du monde. C'est un très joli coin parce que je suis originaire de là-bas. Mais par contre, ils ont reçu quelque chose de fabuleux. Ils ont créé quelque chose de local. Ils ont fait... C'est une société qui existe depuis 1892. Ils ont fait le virage du digital alors que le textile, le jean fabriqué en France allait mourir. Comment ils ont fait ça? Ils ont pensé le produit au début, certes, mais après ils ont pensé le client, ils ont surtout pensé la chaîne de valeur. Ils ont créé et ils ont envoyé une annonce qui a été assez spectaculaire. Ils ont recruté un berger pour garder les moutons dans le pâturage, l'été dans les Cévennes et l'hiver dans l'Hérault près des vignes, pour avoir ce cercle vertueux, ce cercle responsable et durable de dire je vais créer de la valeur à partir de produits que je vais sourcer concrètement et durablement. Donc ça, je pense que c'est un exercice très très difficile. Et à l'échelle industrielle, nous, on essaye de le rapporter au niveau de la normandise. Pourquoi? Parce que nous, on est basé en Normandie, on est on est une ETI, une belle ETI, mais on essaye de sourcer les produits en local. Les produits, on a beaucoup de complexité de matières premières. On a des protéines animales, des protéines végétales, on a du carton, on a des transports, tout ça, on essaye de le créer le plus possible en local. On n'est pas sur du 100% local, hein, mais on est sur du 70% en France. Quand on dit fabriquer en France, on n'a jamais... Alors, je défie une entreprise qui peut se vanter de fabriquer 100% d'un produit à base de France, que ce soit l'emballage, etc. Mais rechercher le local, c'est aussi une création de valeur et c'est quelque chose qui peut vraiment nous différencier et peut créer de la fidélité et donc de la durabilité. Et là, on est vraiment responsable. Donc j'entends finalement fidélité, c'est-à-dire que c'est être aussi éleveur plutôt que chasseur, hein, ça n'empêche pas, c'est-à-dire que mettre aussi sur le côté éleveur. J'entends ce côté optimisation de la logistique, en essayant de trouver quels sont les endroits les plus proches où je peux faire les choses. Et puis moi j'ai bien aimé ton histoire avec le berger, non pas que je vous dise embaucher un berger, mais aller se dire quel pourrait être le berger par rapport à mon business model. C'est-à-dire qui pourrait prendre finalement ce rôle et qui amène quelque chose de nouveau. Cuider, toi, passage à l'acte, qu'est-ce que tu dirais pour y aller très concrètement pour de vrai? Simple, hein, un truc faisable, hein, actionnable. Ouais, alors je vais ne pas répondre à la question parce que je pense que l'actionnable... Donc on passe à Lucie. non, mais je pense que l'actionnable sur une stratégie développement de la durabilité d'une activité... Faut du temps long, ça? Oui, je pense qu'il faut... en tout cas, si on veut laisser une trace qui dure dans le temps, je pense que c'est avant tout un travail de fond. Après, j'ai mentionné tout à l'heure un certain nombre d'actions, comme s'attaquer aux sites et comprendre ce que les sites Internet et les sites e-commerce en particulier consomment en énergie, alléger les sites, faire en sorte qu'ils ont été chargés avec le temps. On a mis énormément de plugins, de tonnes d'outils pour faire papa-maman quand on faisait du e-commerce,
avec beaucoup d'efficacité, notamment sur les sujets de conversion. Il faut probablement remettre un peu en question ces pratiques-là qui sont énormément énergivores. Sur un e-commerce, on a eu le temps d'apprendre depuis 15 ans maintenant. Donc un peu de home staging de ton site web pour démarrer. Ouais, c'est ça. Et puis bien poser le sujet. Qu'est-ce que mon site e-commerce consomme aujourd'hui? Après, il y aura plein de questions derrière sur les serveurs, sur son hébergement, sur son poids, sur demain, est-ce qu'il va être attaqué par les moteurs de recherche pour donner des réponses sur les moteurs d'IA également. Non, puis avec les IA, les MCP, tous les trucs qui arrivent, les agent-to-agent. Si, peut-être un autre concept, pas nécessairement actionnable immédiatement, c'est on s'intéresse tous à l'IA en considérant que les parcours marchands demain, ce sera encore plus linéaire qu'aujourd'hui. J'interrogerai avec une requête, voilà, je veux emmener mes enfants pendant 3 jours à Berlin, on est 4, on a un hôtel 4 étoiles dans tel quartier, on part en avion, on a un budget 2, j'aurai des réponses. Alors ça va faciliter beaucoup de choses pour les marchands, pour ceux qui achètent, mais ça va poser la question de comment moi, site e-commerce, j'arrive à être dans le parcours pour ressortir comme une réponse. Et ça, il faut absolument le comprendre. Et puis on verra que ce n'est pas si simple que ça. Et puis ça va aussi poser la question, c'est que si c'est très efficace et que l'IA est surconsommatrice par ses data centers d'énergie pour la planète, pas évident de se positionner en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un temps long, probablement de réflexion de fond et de petites actions à suivre. Donc tu nous as donné quand même aussi peut-être un piège à éviter, là, avec ce sujet de penser que ça se fait vite. Lucie, s'il y avait un piège à éviter, ça serait quoi? En tant que effectivement responsable e-commerce, je pense pour le site, il est surtout très important quand on part effectivement dans ces démarches-là, de rester justement cohérent et je pense à l'image vraiment de qui nous sommes, aller vers effectivement une démarche où on va communiquer sur des produits qui effectivement sont à l'image de ce qu'on souhaite, donc plus fabrication, aller vers effectivement une fabrication qui est plus responsable. Quand on a effectivement ces arguments-là, il faut vraiment pouvoir les asseoir. Pour moi, c'est vraiment l'écueil à éviter. Il est justement d'aller trop loin dans la communication et qui ne serait pas à l'image en fait de ce que réellement l'entreprise est. Et le risque effectivement de partir trop vite, c'est de louper en fait toutes ces étapes et certainement le côté incarné des collaborateurs au sein de l'entreprise. Il faut vraiment que ça soit représentatif et à partir du moment où le site e-commerce représente et reflète ces valeurs, il faut absolument que ça soit à 360 dans l'entreprise et que ce soit effectivement bien incarné par l'ensemble en tout cas quand il s'agit de réseaux de magasins distributeurs, il faut que ce soit incarné aussi par les magasins. Ok, incarné. Préparez-vous parce que vous allez poser des questions à nos invités, donc n'hésitez pas à lever la main si vous dites moi je veux poser une question, et si vous ne levez pas la main, je viendrai quand même avec le micro, donc ça va être très cool. Les pièges à éviter, Xavier, selon toi? Je pense qu'il ne faut pas viser le plus, il faut viser le mieux. On est parfois à la recherche du maximum, mais je pense que l'optimum peut suffire. Une question d'efficience, de résilience, très importante pour avoir cette durabilité et vraiment représenter ces valeurs et cette responsabilité, quoi. Donc vraiment l'optimum plutôt que le maximum, que ce soit à travers l'offre, que ce soit à travers le nombre de clients, que ce soit à travers le catalogue produit. Je me rappellerai, je viens du carrelage, moi, je ne viens pas du e-commerce, je viens de la grande distribution. J'évoquais ça avec PPC hier. Si on se rappelle, le modèle du commerce dans les années 80, c'était la grande distribution à tout prix. La grande distribution a visé trop grand, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué le petit commerce. La grande distribution s'est fait bagarrer par le e-commerce. Et donc, le e-commerce est en train de tuer à plus ou moins grande échelle la grande distribution. Et qu'est-ce qu'on voit revenir? Le petit commerce. Donc, ce n'est pas forcément en visant le maximum qu'on obtient l'optimum. C'est ce que je retiendrai et ce que je voudrais que vous puissiez aussi retenir, quoi, et faire passer comme message. Des réactions justement sur ce que vient de dire Xavier. Vous en pensez quoi? Qui est d'accord, pas d'accord? Compliqué à faire? Allez-y, je vous écoute. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis complètement aligné. Ouais. Je vais vous laisser... Bon, il est aligné. Est-ce que quelqu'un est aligné? Est-ce que vous voulez... Oui, levez les mains. D'accord, merci. Vous en pensez quoi, vous? Je ne sais pas si je partage le fait que le petit commerce puisse résister. On voit qu'il souffre quand même face aux géants d'Internet. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il peut prendre le dessus, alors que pourtant aujourd'hui j'ai l'impression que les indicateurs ne sont pas forcément en sa faveur? Alors, le petit commerce et la proximité a un avantage, mais c'est complémentaire avec le e-commerce, hein, parce qu'on a des déserts commerciaux. On a des déserts médicaux, mais on a aussi des déserts commerciaux. Hein, donc ça, il ne faut pas le négliger. Mais le petit commerce a cette valeur, et je parle de valeur supplémentaire, qui est la proximité et la connaissance du client, la connaissance du marchand. On sait avec qui on parle. On connaît Madame Michu, on connaît Monsieur Durand. Dans le e-commerce, on parle à une plateforme, on parle à des agents IA, à des chatbots. Donc il y a cette proximité. Donc moi, je ne parle pas que ce n'est pas une lutte, hein, c'est une complémentarité. Et franchement, les déserts commerciaux, pareil, je reviens de ma Lozère natale, c'est un désert commercial. Mais il y a des solutions avec le petit commerce. Mais le e-commerce aussi permet d'apporter des solutions, une offre à un marché, à une offre globale qu'on n'aurait pas eu il y a 10 ans. Et je ne parle même pas d'il y a 20 ans, quoi. J'ai une autre réaction, peut-être une question dans la salle. Merci. Donc moi j'aurais une petite question. Donc dans le cycle de vie d'une entreprise et au cours de son développement, à quelle étape elle se pose la question de faire une transformation vers un digital qui est durable et en évaluant aussi les coûts que ça pourrait avoir du coup sur l'entreprise. Donc c'est ça la question. Merci. Merci. Qui veut répondre? Cuider peut-être. Ouais. Bon. Si l'entreprise n'existe pas encore et qu'elle se crée, évidemment, dès le début, il faut s'interroger. On est plus équipé dès le début pour intégrer un certain nombre de manières de faire sur la conception, la production des produits déjà et des services, la création des sites web, toute la partie logistique et livraison au client final. Et si c'est dans l'ADN du projet que de dire on va être une marque responsable, évidemment ça représente des coûts qui sont toujours supérieurs au fait d'aller sourcer des produits et de les vendre directement. Mais ça me semble plus simple. Après, quand on est une entreprise qui n'a pas nécessairement cet ADN et qui doit faire best effort pour faire en sorte d'être plus responsable, évidemment il faut prendre les briques les unes après les autres dans un contexte. Voilà, la technologie en e-commerce, faire bouger les choses, c'est pas si simple que ça. Je veux dire, ok, moi je dis de manière très rapide, voilà, si les serveurs surconsomment, il faut essayer de trouver d'autres serveurs. Je ne suis pas DSI, mais je ne pense pas que son un claquement de doigts qu'on arrive à le faire, d'une part, on est engagé. Retravailler les sites, dès qu'on est dans une entreprise un peu structurée, on est face à des problématiques de roadmap, de priorisation. Et si on est sur un business qui n'est pas gros pour l'entreprise, ça peut passer à la trappe assez rapidement. Donc, la question est très bonne, mais ce n'est pas simple. Il y a tellement de cas de figure. L'actionnariat de la boîte, hein, moi j'ai bossé pour un fonds, on ne se posait pas trop ce type de questions. Pourtant, je les poussais. J'ai réussi à le faire en investissement, mais l'exigence était exigence de business, de rentabilité rapide. Donc, ce n'est pas évident. Une entreprise familiale comme Yves Rocher, qui est pour moi un extraordinaire exemple d'investissement sur le sujet, a pris le temps, élément par élément de la chaîne de valeur, donc de la récolte à la production, à la logistique, à la distribution dans ses points de vente et sur le web et en franchise également, de s'interroger sur, évidemment, dans les formules, dans la composition des produits, pour être une entreprise très vertueuse. Mais c'est d'autant, je ne dis pas que c'est simple, c'est un gros effort, c'est aussi les choix d'investissement. Hein. Probablement des entreprises moins rentables. Après, quand c'est fait avec autant de sincérité, voilà, ça peut toucher le consommateur de manière importante, mais on sait tous que dans un contexte de crise de la demande, cette valeur qui est l'éco-responsabilité d'une offre de produits ou de services, face au porte-monnaie, quelquefois, ça ne penche pas nécessairement du bon côté. Donc, voilà, moi, voilà. Tu citais Yves Rocher, je crois. On peut aussi citer
le groupe Kering. Je ne sais pas si vous avez regardé, moi ça m'a épaté de voir leur rapport, vous savez, de performance extra-financière. Ils ont fait un travail remarquable de réaligner toute la chaîne de valeur et de mesurer les choses de la bête avec laquelle ils fabriquent le sac finalement chez Gucci. C'est vraiment impressionnant. Dans les échanges, quand on a préparé cette table ronde, à un moment donné, on va tout vous dévoiler, il y a eu une passe d'armes entre Cuider et Xavier sur des boîtes qui arrivent à gérer simultanément croissance et durabilité. T'en connais, machin, etc. Xavier, est-ce que tu peux faire un peu de name dropping, nous donner des noms de boîtes que tu estimes assez exemplaires et dans cette cohérence-là? Alors, je vais vous évoquer 2 exemples français. Ces 2 exemples vieillots, mais justement, s'ils sont vieillots, c'est qu'ils sont durables. Il y en a une marque qu'on a dit qu'elle était morte il y a 5 ans, qui s'appelle La Redoute. Et La Redoute a su renaître, elle s'est réinventée, elle s'est responsabilisée, elle s'est recadrée. Il y a un autre groupe qui s'appelle la Camif. Camif, c'est le premier catalogue électronique en France. Premier catalogue électronique et un site e-commerce qui existe toujours. Bon, il adresse une cible bien particulière, mais ils existent et ils durent. Donc voilà 2 exemples de name dropping. J'ai parlé tout à l'heure des ateliers Tuffery qui datent de 1892. Il y a un géant. Alors là, c'est noir ou blanc, c'est Amazon. Amazon est durable. Est-ce qu'Amazon est responsable? Ça, c'est autre chose. Mais Amazon est durable. Donc après, il essaye aussi de réinventer son modèle, il essaye de tenir un autre discours. Je voudrais juste revenir sur la question de tout à l'heure par rapport au e-commerce et la proximité, parce que j'ai quelque chose qui m'est trotté dans la tête. J'ai parlé des déserts commerciaux. La proximité a aussi cet avantage de travailler le local avec les facteurs. La Poste est peut-être une entreprise qui est très très vieille, mais qui a su se réinventer, qui devient durable. Elle agit au niveau de l'écosystème e-commerce. Nous, on est en train d'étudier la possibilité d'utiliser les facteurs, parce que les facteurs, ils vont toujours visiter les particuliers, ils vont toujours visiter les entreprises pour déposer un petit peu de courrier, mais plus que des courriers, maintenant des colis. Ils vont voir des points de vente. On a ce modèle qui existe, on a toujours la tournée du facteur. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler l'arrêt du facteur, pas les kilomètres qu'ils vont parcourir. Et que cet arrêt ait de la valeur. La valeur pour la personne qui va visiter, mais aussi la valeur pour le colis qui va délivrer. Donc le lien là-dessus. Il y a Morgane qui avait une question à poser. Tout à fait, bonjour. Ma question s'adresse peut-être principalement à Lucie, mais peut-être que Cuider et Xavier auront également un regard là-dessus. Du coup, Espace Émeraude a un site web qui fait du e-commerce. Comment vous faites le choix du coup sur des nouvelles fonctionnalités? Il y a très souvent de nouveaux outils autour des moteurs de recherche, autour des heatmaps, pour travailler la conversion, le parcours utilisateur, etc. Et ces outils-là sont énergivores, on l'a évoqué. Comment vous faites le choix, à un moment ou à un autre, de dire stop, on accumule des nouvelles solutions qui ne sont pas forcément éco-responsables, bien qu'elles m'apportent sans doute un meilleur retour sur investissement à long terme? Merci pour la question. Alors concrètement aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne mesure pas forcément. Par contre, c'est vrai que je vais me poser la question à chacune des nouvelles fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place, notamment quand ça fait appel à des outils tiers. C'est vrai qu'on se pose la question quand on benchmark et qu'on on arrive avec une shortlist. Ce critère fait partie. Typiquement, récemment, on a mis en place du paiement fractionné. On avait plusieurs partenaires et on a été choisir celui qui ne revend pas les données clients. Parce que justement, ça nous a paru quelque chose qui convenait plus à notre image, à nos valeurs. Le petit défaut, c'est qu'aujourd'hui, nous, on ne communique pas sur effectivement ces bénéfices clients. Je pense que ça fait partie aussi de la démarche responsable des entreprises, de savoir le communiquer, de bien le communiquer. Et voilà, ça c'est une étape vers laquelle... Alors vous avez choisi faire d'abord et on dira après, c'est ça? Et on ira après parce qu'effectivement, le communiquer, il faut je pense, bien le prévoir. Ça se construit, ça se concerte. Il faut que ce soit fait de manière justement cohérente. Et au niveau entreprise, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit porté par l'ensemble de l'entreprise. Sinon, ça s'appelle le greenwashing. Il y a une question d'Antoine qui est avec nous.
J'avais une question, comment la formuler par rapport à des sites, par exemple, comme Shein ou Temu, on voit que le consommateur est de plus en plus informé justement de ces mauvaises pratiques. Malgré tout ça, et qu'il adhère à la durabilité, il trouve ça très bien, malgré tout ça, il y a la réalité économique pour eux. Comment on arrive à justement faire en sorte de ramener les gens justement vers une réalité plus liée à la durabilité face à des géants comme ça qui proposent des tarifs, mais dans des conditions de production qui sont épouvantables? Comment on peut réussir justement à aller chercher cette population, mais sans forcément vendre son âme? Moi, en fait, c'est la responsabilité du consommateur à un moment donné, quoi. Le e-commerce facilite la surconsommation. On clique un écran, même si on cherche une information, on a de la sponsor, on a de la pub qui arrive, on a envie de consommer. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'aussi le consommateur prenne ses responsabilités. Est-ce que j'ai vraiment un besoin? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que plutôt c'est ce site qui crée une demande et une offre? Donc je pense qu'il faut vraiment mettre le consommateur devant cette réalité. Il y a des prises de parole ouvertes de gens qui disent, ben voilà, il y a tant d'avions qui atterrissent à Roissy tous les jours avec X tonnes de marchandises. Ça a un impact sur la planète, ça a un impact sur la surconsommation. Et ça, ce sont que les achats, parce qu'il faut voir aussi les retours. Il faut voir aussi ce qui n'est pas livré en dernière maison. Donc je pense qu'il faut vraiment exposer on est responsable en tant que e-commerçant, mais je pense que les e-consommateurs sont aussi responsables là-dessus. Il faut les éduquer. Cuider, toi, tu rentres d'un long voyage en Asie. Ils en sont où là-dessus, là-bas? Ils en sont loin encore? Non, mais ils sont... Alors, je ne vais pas généraliser. L'Asie, c'est plein de choses, hein. C'est la Chine. Moi, je suis plutôt allé en Asie du Sud-Est, je suis allé au Vietnam, en Thaïlande et à Singapour, rencontrer les acteurs du c'était pas des vacances, live commerce. C'était pas des vacances, c'était pas pour le du boulot. tout, pas du tout. Et c'est un endroit sympa pour aller travailler quand même. Il n'y a pas de conscience forte de l'impact pour la planète des activités e-commerce dans cette zone du monde. Les gens sont sensibles au fait qu'il faudra travailler dessus, mais bon, je ne sais pas si vous êtes allés, pour certains d'entre vous, en Asie du Sud-Est, hein, et des zones qui font rêver comme Bali sont des endroits extrêmement pollués, alors que c'est des endroits qui font absolument rêver. Alors, encore une fois, je ne vais pas généraliser, mais il n'y a pas une conscience du consommateur à la hauteur de ce qu'elle peut être en Europe à date. Après, quand on regarde l'exemple chinois, alors c'est drivé d'un point de vue politique, hein, qui impose maintenant aux entreprises de commencer à travailler sur une production plus propre, parce que, évidemment, ils comprennent tout l'intérêt d'attaquer et de prendre en considération ce sujet dans leurs usines pour pouvoir entrer des marchés étrangers en Europe et aux États-Unis, parce qu'à un moment ou à un autre, l'Europe taclera sur ces sujets, interdira. Vous avez tous vu la sortie au Sénat, à l'Assemblée nationale sur Chine. Hein. C'est quand même monté assez haut. Ils vont avoir probablement l'interdiction de communiquer, ça se débat encore. Il va y avoir des taxes sur les paquets qui sont livrés. Donc il y a ces manières très politiques de le faire. Mais pour revenir à la question sur l'Asie, il n'y a pas une conscience aussi forte qu'elle peut exister en Europe. Et puis on est sur l'Asie du Sud-Est, en tout cas sur des marchés, notamment le Vietnam, qui sont des marchés en hyper-croissance, à la fois des populations. Le Vietnam, c'est 100 millions de personnes. L'Indonésie, c'est quasiment 300 millions de personnes. Donc c'est des populations qui croissent très vite. Et la croissance rapide des populations, ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif pour la responsabilité et la prise de conscience d'un certain nombre de choses. Hein. Parce qu'avec ça, ça accompagne la consommation, la vitesse sur énormément de choses. Super. On arrive à la fin de notre table ronde. Je vais vous demander à tous les trois de faire un exercice un peu mode punchline. Votre mot de la fin sous forme de punchline. Xavier, une punchline. En termes de durabilité, je pense qu'il faut, déjà pour qu'une marque elle dure dans le temps, il faut qu'au départ elle soit percutante, il faut qu'elle soit différenciante, il faut qu'elle soit authentique et qu'elle soit innovante. Si on a ces 4 éléments-là, on peut durer dans le temps. Par contre, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que je crée de la demande? Ou est-ce que je crée de nouveaux problèmes?
Ok, on prendra un bout pour la punchline parce que c'était une longue punchline. Exercice de synthèse aussi. Lucie, ta punchline pour conclure cette table ronde, cet échange. Effectivement, je pense que le e-commerce doit aller vers effectivement quelque chose de durable, mais en restant authentique et cohérente. Kuder, ta punchline. C'est une phrase que vous devez certainement connaître, hein, c'est « Think big, smart small, act now », en fait. D'accord, bon ça c'était, on ne pourra pas dire c'était de Kuder Haqqani, celle-là elle est connue. Mille merci à tous les trois, je crois qu'on peut les applaudir. Merci à vous tous, merci pour vos questions.